Qu'est-ce que la vie intérieure ? À Bernard Pivot, qui l'interrogeait sur cette question dans Apostrophe il y a tout juste 30 ans, la réponse d'Umberto Eco, le grand intellectuel italien, fut la suivante. La vie intérieure, c'est là où il n'y a pas de téléphone. Hélas, nous sommes en droit aujourd'hui de nous poser cette douloureuse question. Existe-t-il encore un seul endroit sans que le téléphone puisse sonner ? Est-il encore possible de trouver un lieu, un ancrage, où chacun puisse se retrouver seul, sans l'interférence du regard et du jugement d'autrui, sans que je sois vu, su ou entendu par quelque personne d'autre que moi-même ? Claudine Haroche, une anthropologue directrice de recherche au CNRS qui a participé à l'ouvrage collectif « Le devenir de l'intériorité à l'heure des nouvelles technologies », semble en douter. La vie intime est mise à mal par toute une série de circonstances intrusives dont les portables ne sont pas les moindres. Tout relève de l'immédiat et de l'instantané, de telle manière que le rapport de soi à soi est devenu quasiment impossible. Se concentrer même quelques instants sur la résolution d'un problème paraissant même relever de l'exploit. En résulte un moi toujours disponible, mais parcellisé, effiloché, bref, divisé. Or, comme nous font remarquer les auteurs de ce livre aux approches multiples, sans un possible moment d'imperceptibilité et d'invisibilité, c'est toute la construction d'un espace intérieur qui est mise en défaut. Et par conséquence, c'est la liberté de chacun, la possibilité même d'avoir une intime conviction qui s'en trouve mise à mal. L'extimité, selon l'expression de Serge Tisseron, a besoin au préalable de l'intimité comme le clair succède à l'obscur, l'espace public à l'espace privé. Une société qui n'aurait plus besoin de quelques cadenas serait comme le panoptique de Bentham, une prison infinie. Paradoxalement, toutefois, en plus de ce besoin d'isolement, nous avons aussi un autre besoin simultané, tout aussi vital, celui d'être vu. Pour Rousseau, ou plus près de nous, pour Gaston Bachelard, sans l'altérité, c'est notre humanité même qui est mise en défaut. Le moi n'est rien s'il n'est reconnu comme tel par autrui, et ce, de manière ostensible. Le personnage littéraire de Robinson, tentant de combler le vide qui l'entoure, nous en donne une parfaite illustration. Ce désir de reconnaissance passe donc pour être constitutif de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Dès lors, le devenir de l'intériorité est suspendu à la question de savoir ce que nous donnons à voir de nous-mêmes et ce que nous préférons préserver intimement. Pour le philosophe Éric Fiat, co-coordinateur de l'ouvrage, cette situation est constitutive du clair-obscur qui nous est propre. C'est là une question, finalement, on ne peut plus morale. Voulons-nous le décent ou l'indécent ? C'est parfois difficile à dire, car comme l'indique Éric Fiat, la pudeur dépend du milieu dans lequel on se trouve. Dans les familles bourgeoises, indique-t-il, il fallait se tenir, maintenant il faut se lâcher. De sorte que la vertu de pudeur n'est accessible qu'à celles et ceux qui font preuve de jugement, de juste mesure, de rapport exact, de mésotès, comme disait Aristote. De toutes ces analyses, que peut en retenir un manager ? Dans une chronique antérieure, j'avais avancé l'idée que le management, qui venant de manus, la main en latin, était d'abord une sorte d'habileté, une délicatesse, une forme de tact. Or, c'est précisément de cela dont il est question ici avec la pudeur, qui n'est qu'une manière de se comporter à l'égard d'autrui avec tact, justement. Page 69, Éric Fiat trouve les mots justes pour décrire une des facettes importantes du savoir-vivre en entreprise. Ce que l'autre ne m'a pas caché, écrit-il, je me le cache en ne le regardant pas. Je détourne mon regard de ce que j'ai eu gêne d'apercevoir.